Jusqu'au bout, il aura fait se soulever le FC Metz et ses supporters. Le vibrant hommage à Marcel Husson sera évidemment au programme de ce Graoli Mag. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre nouvelle émission. On parlera évidemment aussi du sportif avec cette rencontre entre le FC Metz et l'Olympique de Marseille. Le tout, on l'espère, dans une meilleure humeur que celle qu'il y a eu au stade Saint-Symphorien ce week-end après quelques débordements. Petit tour de table avec, pour commencer, Bernard Zégnier qui est avec nous. Bonsoir. J'espère que tu es remonté, Bernard. Là. Tu as des choses à dire. Je ne suis pas remonté. Moi, je suis très triste parce que voilà, on a perdu quelqu'un de très très important pour nous. Alors, quand je dis nous, c'est les gens de ma génération et les anciens du footballeur du club. Et voilà, on était vraiment très très peinés ce week-end. Ouais. Face à toi, ils sont deux. Bertrand Antoine est aussi avec nous. Bonsoir Emeric, bonsoir Bernard, bonsoir Gérald, bonsoir à tous. Et tu as fait sa présentation en passe décisive, comme on les aime sur le plateau. Gérald Russello est également avec nous. Bonjour tout le monde, très content d'être ici, malgré les circonstances. On continuera à parler football quoi qu'il arrive. Et on va commencer évidemment avec cette première partie, c'est le journal de la Ligue 1. Retour donc sur la défaite du FC Metz face à l'Olympique de Marseille. Gérald, je vais commencer avec toi. Pas le même football entre les deux équipes, ça c'est une évidence. On n'est pas vraiment surpris à ce niveau-là, mais on reste quand même un petit peu déçu de ce FC Metz. J'ai envie de te dire, en temps normal, perdre 3-0 contre Marseille, il n'y a rien de scandaleux. Contre ce Marseille-là surtout. Surtout contre ce Marseille-là. Mais moi, j'ai beau chercher, même les pires années en Ligue 1, face à Marseille, on a toujours réussi au moins à montrer quelque chose. Peut-être pas gagner, mais faire au moins montrer quelque chose. Là, les images parlent d'elles-mêmes. On voit 4 Marseillais dans la surface contre 8 Grenats. Tu as 4 solutions. Les mecs, ils ont le temps de contrôler, frapper. C'est un monde, c'est même plus... on dit c'est pas notre championnat, il y a au moins 5 championnats de différence. Et je pèse mes mots. Tu l'as dit en off, Bernard, on dirait une équipe de pupilles qui joue contre des pros. C'est impressionnant ce qu'on a vu. Moi, je suis sans voix. On a vu une équipe incapable de réagir, même physiquement, alors qu'il soit techniquement en dessous, il n'y a pas de problème, mais fait quelque chose, quoi. Essaye de jouer comme le FC Metz est normalement censé jouer, avec un peu de grinta, un petit peu de... Voilà, essayer de récupérer ton public. Moi, ce que j'ai vu là, c'est un abandon total du football, c'est une résignation totale. C'est la même que la semaine d'avant contre le Havre, sauf que là, en face, tu as une équipe qui joue au ballon, qui s'est amusée. Voilà, c'est pitoyable ce qu'on a vu, quoi. Constat partagé, Bernard ? Oui, bien sûr. Après, c'est sûr qu'on sait pertinemment que, depuis le début de saison, avec ce début de saison-là, que le FC Metz va batailler pour sa survie en Ligue 1. Moi, c'est pas ça qui m'a dérangé. Moi, comme l'a dit un petit peu Gérald, c'est pour moi l'état d'esprit. Moi, je vois pas 11 mecs sur le terrain qui ont envie de se dépouiller, qui ont envie de se battre, qui ont envie de se défoncer pour éventuellement, alors je dis pas gagner comme tu l'as dit, mais faire quelque chose, tout du moins ne pas perdre. On voit pas ça. Donc je sais pas. Alors j'ai lu que la première mi-temps, on avait bien maîtrisé Marseille. Moi j'ai vu une équipe de Marseille jouer en marchant. Tranquillement, avoir presque 80% de possession de balle en marchant à l'extérieur, et Metz alors, est-ce qu'ils avaient peur? Est-ce que je sais pas ce qu'ils ont. Voilà, mais je pense plutôt que c'est ça, plutôt une crainte ou un manque de confiance en soi qui fait qu'ils préfèrent ne pas sortir. Mais moi, ce qui me dérange, c'est que tant qu'à mourir, meurt avec, en essayant de faire quelque chose. Alors avec tes idées, bon, ouais, c'est peut-être un grand mot, mais en essayant de faire quelque chose et te battre jusqu'au bout. Et dans ce match-là, j'ai vu personne. Enfin, bon, je veux pas sortir Pierre-Paul ou Jacques. J'ai vu personne comme dans cet état d'esprit-là. Et moi, c'est ça qui me dérange et qui me fait le plus peur. Voilà, c'est que on voit pas de réaction. Donc ça risque d'être quand même très compliqué sur toute la saison. Parce que Metz va devoir batailler, et s'ils ne sont pas capables de le faire, bon, parce que Marseille, je l'avais déjà dit dans l'émission où je suis venu le coup d'avant, perdre contre Marseille, comme tu l'as dit Gérald, bon, je ne dis pas que c'est logique, mais les gens, on perd contre Marseille,
Ils vont rien trouver d'anormal, ils vont dire ouais, Marseille c'est une grosse cylindrée du championnat, les résultats qu'ils avaient fait plaient dans leur faveur. Mais bats-toi, quoi. Bats-toi, essaye de faire quelque chose, essaye de contrecarrer, essaye de niveler un peu les valeurs par une fougue, par un esprit de combat et tout. Là, il n'y avait rien. Et on l'imagine, si Marseille avait joué à 100%, on s'en prenait 10. Hein. Bah, c'est pas que si Marseille avait joué à 100%, c'est que si Marseille a un petit peu de réussite, il y a déjà 2 tirs sur les poteaux, ils peuvent en mettre 2 de plus, ça fait 5. Et puis il y en a un, je sais plus quel joueur, qui a 1,50 m du but, a raté le ballon, et ils peuvent en mettre 6 tranquillement en jouant comme ça. Voilà quoi. Donc, mais t'as aucun signe qui te montre que tu peux éventuellement les inquiéter. Et on l'a vu sur les images, on le voit aussi sur les statistiques de la rencontre. Au niveau de la possession, 38% pour le FC Metz, 62% pour l'Olympique de Marseille. 4 tirs à 21, 1 tir cadré à 9. Au niveau des passes, c'est quasiment le double pour l'Olympique de Marseille. Tout simplement injouable cet Olympique de Marseille, Bertrand ? C'est sûr qu'on ne les a pas pris au meilleur moment. Là. Ils sont dans une spirale positive à l'inverse du FC Metz, qui restait sur un match nul compliqué contre le Havre. Plus synonyme de défaite que de satisfaction. Oui, parce que c'est forcément des matchs où le public et on les attend pour déjà débloquer le compteur points avec une victoire et puis emmagasiner un peu de confiance, parce que c'est le sentiment que j'ai, c'est que là les joueurs sont en difficulté parce qu'ils sont entamés dans le domaine-là. Est-ce qu'effectivement ils n'ont pas ce supplément d'âme dont parlait Bernard ? Je le rejoins aussi. Donc, quand vous cumulez la perte de confiance plus un engagement qui n'est pas nécessaire face à une équipe de l'Olympique de Marseille qui reste quand même sur un match probant en Ligue des Champions, 2 même, un contre le Real, un contre l'Ajax et un match à domicile contre Paris. Mais, regarde, qu'est-ce qu'ils ont fait contre Paris, Marseille ? Bon, ils peuvent dire on est dans une bonne phase, dans une bonne dynamique, on est une bonne équipe, mais contre Paris, ils ont mis de l'impact pendant tout le match, pendant 1h30. Tu vois cette équipe-là, elle s'est dépouillée contre le Paris Saint-Germain et elle a gagné. Alors je te dis pas que Metz peut battre le Paris Saint-Germain, mais c'est pas ça. Mais dans l'esprit de faire ça, ils l'ont pas fait les Messins du tout. Non, parce que je pense qu'effectivement, peut-être qu'ils ont ce syndrome-là. Alors moi, après, j'essaie de comprendre d'un point de vue plus de technicien. Je regardais en analysant les 7 matchs, c'est 7 défenses différentes, que vous soyez à 4 ou à 5. Un milieu de terrain où il y a un peu de stabilité au départ, avec Stambouli, Traoré, Hein, quoique Hein n'était pas là. Et il y en a manqué un sur les 3 derniers matchs, parce qu'il y a eu blessure de Traoré à Monaco, plus Stambouli sur les 2 dernières rencontres. Devant n'était pas au top, même s'il n'était pas titulaire au début de saison. Exactement. Vous rajoutez devant, où on part avec le petit Maggio qui n'a pas un match alors je ne parle pas de Ligue 1, même de Ligue 2 chez les adultes, on va dire. Là-dessus, un Idrissa Gueye qui finalement part, Habib qui arrive mais qui n'a pas joué depuis longtemps. Les Georgiens qui sont alignés, puis après d'autres excentrés, parce qu'on parle des pistons, Titiazuli a joué piston, un coup il a joué excentré. J'ai le sentiment en fait que pour l'instant, le coach n'a pas trouvé la bonne formule. Bien entendu, il y a des faits de match ou des blessures qui font que, je pense à Michel Mboula qui est blessé 2 fois sur ses mi-temps où il joue, la blessure de Gbamin sur le dernier match, la sortie de Sadibou Sané sur le carton rouge au Paris FC donc il n'y a pas cet équilibre qui puisse être trouvé. Donc si vous n'avez pas un supplément d'âme, comme le disait Bernard, une confiance qui s'effrite au fur et à mesure du temps, parce qu'il ne faut quand même pas oublier, parce que pour être le plus juste dans mon analyse, j'ai regardé aussi les adversaires, on joue sur les 7 matchs, on joue les 4 premiers. Hormis le PSG. Donc c'est forcément des équipes à haut potentiel. Et si vous n'avez pas ça, forcément l'écart il est. Tu peux pas niveler les valeurs. Exactement, il se crée. Tu peux perdre contre ces équipes-là, c'est pas un problème, mais pas comme ça. Relève la tête, quoi. Perds avec un peu de panache, je sais pas. Tu peux pas montrer ça à ton public. Non, mais si tu les accroches et que tu fais 2 matchs de suite, que tu viens de l'expliquer avant. Je vais pas. Oui, non, mais bien sûr. Je pense que la confiance et puis des Demengué, ça suffit tout pour ça, ils ont pas. Tu penses que ça explique l'apathie qu'on voit depuis 2 matchs?
beaucoup d'arguments. Tu as été dans un vestiaire, tu as dirigé oui, moi je te le dis. Moi j'ai vu mes équipes, j'ai vu mes équipes se liquéfier sur des matchs parce qu'il y a une perte de confiance. Et puis effectivement, il n'y a pas cette âme dont vous parlez. Ça, je ne dis pas que ça n'existe pas. Je dis juste que là, ça fait qu'aujourd'hui, en fait, tu es trop loin de... Il faut que tu aies les garçons capables justement d'impulser une révolte. Est-ce qu'on les a là sur le match là, non? Et tu le sens aussi, sur les zones mixtes. On va écouter notamment Jessie Demaguet et Fodé Boltori, qui sont des joueurs d'expérience quand même de ce FC Metz. On va écouter leur analyse de la rencontre et vous allez voir, il y a un point commun entre les deux. En première, on a donné forcément beaucoup d'énergie. Je pense qu'on y a laissé des plumes. Donc voilà, on savait qu'on tombait contre une belle équipe de Marseille qui est en pleine confiance. Voilà, ils ont déroulé leur jeu en seconde mi-temps. Pour nous, c'était pas simple. Je pense qu'il y avait mieux à faire sur cette première mi-temps où je trouvais qu'on était plutôt compact et on a réussi à leur faire mal sur nos contre-attaques. Maintenant, pas assez réaliste pour faire mal à cette équipe. Non, je ne vais pas dire logique parce qu'en première mi-temps, on avait bien tenu, on a respecté les consignes du coach. On a eu quelques situations où on aurait pu bien les exploiter, mais malheureusement, on n'a pas pu. Après, en deuxième mi-temps, on était bien en bloc. Après, ça s'est joué sur des petits détails. Et on sait que face à Marseille, une grande équipe, que ça ne pardonne pas. On a vu le débat la semaine dernière après l'OV. Bon, mettons de côté Morgan Bokele qui est en conférence de presse, pas forcément l'exercice le plus adapté après ce genre de match. Gauthier avait dit que c'était une purge. Là, sur ce match-là, visiblement, on a l'air quand même de se contenter de ce qui s'est passé en première période. Alors qu'on ne va pas se cacher, s'il y a 0-0 à la fin de la première période, c'est un peu aussi ça tient un peu aussi du miracle. Ouais, mais bon, comme ils sont à 0-0 à la fin du match, je sais pas. Ce qui importe, c'est le résultat à la fin. Ils doivent estimer qu'ils ont fait une mi-temps correcte. Après, quand tu regardes, je veux dire, ils n'ont pas été dangereux une seule fois dans la première mi-temps. La seule fois où ils ont été un peu dangereux, c'est Cheikh Sabali à la toute dernière. Arrête, il est arrivé, il y a le gardien qui est dessus. Il y a un centre aussi. Après, à un moment donné, il faut le transformer, mais ces buts-là, ils les mettaient l'année dernière. Il y a un centre en fin de mi-temps. Après, c'est pas les mêmes équipes en face, mais ce pressing-là, tu l'as vu l'année dernière contre d'autres équipes. Là, il est quand même pas dans une position hyper favorable. Non, mais c'est. Regarde, il y a le gardien qui est dessus. Actuellement, Roulis, c'est le seul ballon qui touche sur la première période, c'est celui-là. Voilà. Donc tu peux pas dire que ce soit une grosse occasion. Mais non, la première mi-temps, ils sortent. Enfin, les joueurs, eux, je sais pas sur le terrain comment ils apprécient ça. Ils ont pas été. Ils étaient à 0-0 à la mi-temps, ce qui en soi pouvait être bien. Si tu arrives en deuxième mi-temps, à la limite, s'ils avaient joué de la même façon et que tu arrives à 0-0, tout le monde aurait été content parce que c'est l'OM, parce qu'on aurait dit on a fait contre une grosse équipe, on a fait un match nul. Mais je te dis, moi, sur ce que je retiens, c'est qu'il n'y a pas de révolte. Voilà, c'est ça qui me dérange. Après, que tu perdes Marseille, c'est globalement logique. Je veux dire, bon, voilà, c'est une des meilleures équipes du championnat, les budgets ne sont pas les mêmes, tout ce que tu veux, il y a plein d'arguments, mais il n'y a pas de volonté, il n'y a pas de niaque, il n'y a pas de révolte. Donc, voilà. Pour aller dans ce sens-là, Bernard, je pense que le premier but, il est vraiment à l'image de ce que tu dis. Tu sens que là, il y a toute la misère du monde qui vient de s'effondrer, qui vient de s'abattre sur l'équipe, et il n'y a pas de réaction, en fait. Et pire que ça, c'est que tu t'enfonces. Tu t'enfonces après. Donc ça, c'est compliqué parce que tu as le sentiment... Dans leur plan de jeu, je pense qu'ils étaient plutôt d'être dans une position plus défensive à la bien sûr, oui, bien sûr. Ils se disent à ce moment-là, comment on va faire en fait? Alors maintenant, il y a peut-être le Messi, j'en sais rien. Stambouli ne jouait pas. Est-ce que ce garçon-là, il arrive, mais c'est compliqué, hein, je vous le dis, est-ce que lui, quand il rentre dans l'équipe, il va arriver à insuffler un peu un état d'esprit pour que les mecs s'arrachent, se battent. On va aller chercher dans la coïncidence. Ça fait combien de matchs que Stambouli n'est pas là? 2 matchs. Ça fait combien de matchs que le FCS montre plus rien du tout sur le terrain? Donc c'est lui. Alors il faut espérer que ce soit lui la solution et qui va pouvoir justement. Il faut le mettre capitaine alors. Si non, mais ça n'a rien à voir. Non, Gérald, ça n'a rien à voir du tout. Je te le dis, moi. Capitaine, pas capitaine, ça n'a rien à voir. Le meilleur joueur. Attends, pour avoir été un petit peu sur le terrain, que tu sois capitaine ou pas, si tu es dans l'âme et si tu as ça en toi, tu peux être un détonateur de révolte, de choses comme ça. Ça n'a rien à voir d'être capitaine. C'est pas, voilà, c'est parce que tu fais sur le terrain, par tes actions, par ton comportement, que tu vas entraîner toute ton équipe. Par la voix aussi. Mais si on n'a qu'un joueur comme ça, c'est un peu triste quand même. Non.
T'imagines, on a un joueur sur le groupe qui est capable de faire ça et il est blessé. Non, c'est pour ça que je te dis ça, et j'espère qu'il est capable de faire ça, Stambouli. Alors là, vous me dites que c'est coïncidence. Je te donne la coïncidence. Ça fait 2 matchs qu'il n'est pas là, et ça fait 2 matchs où on a trouvé que c'était catastrophique. J'espère que lui sera la solution pour le FC Metz. Parce que sinon, on se répète encore, la saison va être longue. On reviendra un peu après sur les différentes solutions possibles ou non pour le FC Metz dans la deuxième partie de l'émission. On va continuer un petit peu sur cet après-match avec le FC Metz qui a perdu, oui, mais qui a aussi perdu un joueur, Jean-Philippe Bama. C'est l'autre grosse désillusion, Gérald, de ce match, sorti sur blessure. Alors, heureusement, entre guillemets, lié à la trêve, en espérant que ce ne soit pas trop grave. Ça fait encore un problème dans la défense, surtout si on met aussi de côté que Kofi Koé est sorti en boitant assez fort du stade Saint-Symphorien. Être défenseur au FC Metz cette saison, c'est loin d'être de tout repos. Ouais, surtout quand tu es défenseur et que tu dois jouer ailier droit comme Kwao. En plus, pendant plusieurs minutes alors que tu es blessé. Voilà. Alors ça, peut-être qu'on va en parler aussi, mais il y a des choix. Et pourtant, Dieu sait que j'aime beaucoup Stéphane Le Mignan. Je l'ai beaucoup défendu, mais il y a des choix qui me surprennent. Encore une fois, pourquoi s'obstiner absolument à vouloir faire un poste pour poste en remplaçant Bamin par Collin ? Quand tu vois le match que fait Collin derrière, je suis désolé, non, c'est pas possible en fait. Tu obliges après Kwao à jouer plus haut, pas à son poste non plus, au lieu de faire rentrer Tsitsashvili. Est-ce qu'il y a d'autres solutions ? Est-ce qu'il y a d'autres garçons qui peuvent faire rentrer ? Je pense qu'il y en a. Il fait peut-être pas confiance à certains joueurs. Tu l'as dit tout à l'heure, Bertrand, il y a des circonstances atténuantes et il n'y a pas une fois la même défense qui est mise en place. On voit là, c'est une défense à 5 avec Kofi Koé et après l'animation trop sur le terrain, mais une défense comme tu l'as dit. On parlait des 2 Géorgiens, mais Tsitsashvili, il a fait un match à son poste, un seul. Tous les autres, c'est soit il rentre en cours de match pour pallier l'état de forme de l'arrière-gauche, soit il démarre arrière-gauche. C'est pas possible, en fait. À un moment donné, il y a des pour faire l'avocat du diable, est-ce que Stéphane Le Mignan, il peut y faire quelque chose si aujourd'hui il a 2 latéraux gauche qui sont pas là, qu'il a un défenseur central qui est pas là, qu'il a plus du coup de doublure à droite parce que. Mais est-ce qu'il a essayé seulement ? Parce que là, il est forcé d'essayer vu que mais ça marche pas. Peut-être qu'il faudrait essayer de mettre les joueurs à leur poste, même si certains sont... Le souci, c'est à ce moment-là, quand tu fais sortir Ballo Touré, qui, on peut en parler un petit peu, qui fait son match, qui est loin de faire un match de camp, qui n'a pas encore la possibilité de jouer tout le match, quand tu as Kofi Koé qui est KO, quand derrière, en fait, Collin était le seul renfort défensif de cette équipe à ce moment-là. Il est déjà rentré, tu fais rentrer qui en défense si tu dois les faire souffler ? Si tu fais pas rentrer un mec du milieu de terrain, tu fais rentrer qui ? Quand tu as un effectif très moyen pour jouer en Ligue 1, tu le payes. C'est compliqué. Oui, mais là, vu que techniquement... c'est compliqué et vu qu'il n'y a pas effectif très moyen. Normalement, tu as tous les postes qui sont doublés en défense. Voilà. On en avait parlé. Tu as tous les postes qui sont doublés en défense. Aujourd'hui, tu en as 3 qui sont à la ferme. Donc, quels sont ces leviers alors ? Il n'y en a pas ? Je pense que je voudrais pas être à sa place. Je te le dis. Je voudrais pas être à la place de l'entraîneur du FC Metz aujourd'hui. Mais je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. En fait, l'équipe, elle bouge tellement chaque week-end que ça montre bien que pour l'instant, il n'a pas trouvé la bonne solution avec les joueurs. Oui, c'est pour ça que je dis, elle bouge aussi tous les week-ends. Pas parce qu'ils décident de la faire bouger tous les week-ends. C'est aussi pour ça que je dis que c'est sûr qu'il faut une stabilité. Plus encore dans les équipes plutôt moyennes du championnat que les gros. PSG, ils s'en foutent. Et ils sortent, tu l'as dit tout à l'heure. Tu vois ce qu'ils sortent du centre de formation, 11 joueurs, il en fait jouer 11 à la place. Enfin, je dis pas que tu ne vois pas, mais dans le championnat de France, tu ne vois pas. Mais à Metz, c'est pas comme ça. Voilà. Donc, non, c'est très compliqué. Lui, il doit se faire des nœuds. Il ne doit pas dormir les nuits parce que tu mets qui à la place de qui ? Tu as un effectif moyen. Oui, mais je suis désolé. Moi, par exemple, le choix de démarrer avec une défense à 5 contre Marseille, c'est jouer petit bras. C'est jouer petit bras. Par exemple, c'est bien, tu as Sané qui revient dans le groupe, tu le mets. OK. Pourquoi tu ne fais pas avancer Bamin, par exemple, un cran plus haut pour densifier un milieu de terrain qui était totalement inexistant. Et on le sait, à chaque fois qu'on joue avec 5 défenseurs, il n'y a pas de jeu, on ne joue pas. Le Mignan, je ne le connais pas. Je suis bon, donc, mais si tu commences à 4 et qu'à la mi-temps c'est 3-0, s'ils ont de la réussite, c'est 3-0. Tu vas dire quoi ? On joue contre Marseille. Oui, je te dis ça parce que toi tu me dis pourquoi on ne joue pas à 4 et à 3. Parce qu'ils pensent que c'est mieux de jouer à 5, parce que je dis tout le temps ça. Ils voient les mecs à l'entraînement toute la semaine. Ils voient bien qui fait quoi. Et je vous le redis, il ne va pas se mettre à faire jouer les plus mauvais de son groupe. Pour le plaisir, pour rigoler. Donc, il va mettre sa meilleure équipe. Mais Metz, tu as un effectif moyen, de Ligue 1, très moyen même.
Donc il est obligé de composer, et en plus s'il a des aléas, parce que c'est comme ça le football, de blessures, de suspensions, de je sais pas quoi, ou de maladies, ou de trucs, eh ben pourquoi vous l'avez sorti? Parce qu'il ne pouvait pas jouer. L'autre jour, il y en a un qui avait le torticolis ou je sais pas quoi. Ouais, Ballo Touré. Bon. Avant le match. Or, tu le sais ça? Donc tu vois, il y a plein de... C'est pas marrant, mais voilà, moi je voudrais pas être à sa place de Lumignan. Non, mais alors si on part de ce postulat-là, aucun entraîneur n'est jamais en fait responsable de ce qui se passe. Pourquoi on les fait sauter alors? Pourquoi est-ce que quand une équipe... Pourquoi? Parce que tu fais pas sauter 25 joueurs, tu fais sauter un mec. Voilà. Pourquoi? Quand l'équipe elle est nulle et que t'es dernier, eh ben tu fais sauter l'entraîneur parce que c'est plus facile de virer l'entraîneur. Tu vires 25 mecs, tu fais comment? Tu fais où le mercato? Tu fais quoi? C'est fini. Donc tu joues avec les gars là. C'est pas une solution là. Vous vous rappelez d'Enrique au début du PSG? Je crois que les gens ils ont oublié. Mais il y en a plein. Jürgen Klopp à Liverpool, c'est pareil. Dans les grands clubs, Arteta avec Arsenal, c'est pareil. Ça prouve bien que ça sert à rien de faire sauter l'entraîneur quand c'est comme ça, puisque c'est pas de sa faute. Après, c'est pas le même moyen non plus. Moi, je te dis que je pense que ça peut être un peu de sa faute, mais c'est pas de la faute de l'entraîneur. C'est les 2018, Philippe Hinsberger, c'était pas de sa faute. C'est aux joueurs de se bouger les fesses. C'est au groupe de se bouger les fesses. Quand t'es joueur, t'es sur le terrain, c'est à toi de te bouger le maxi de ce que tu peux faire pour essayer de te sauver, de sauver ton équipe et de sauver ton club. Et c'est un constat qu'ont eu les supporters, ce qui nous permet d'ouvrir cette parenthèse. En plus de tout ce que tu as avancé tout à l'heure, Bertrand, on peut aussi rajouter le fait que derrière, eh bien, tu n'arrives plus à embarquer ton public qui a répondu présent à Saint-Symphorien. Il n'y a pas de souci, le stade était au complet, mais finalement, projectiles, sifflets, des directions d'émission, des altercations entraînaient une brève interruption de la partie, une sortie aussi précoce du stade des groupes de supporters. On peut le dire, la cassure est actée. Il y avait eu un avertissement après Le Havre, il y a eu une réunion, il y a eu un communiqué. J'allais t'en parler. La fin du match de Le Havre, quand les joueurs vont voir les deux copes, les deux groupes de supporters, au moins les remercier d'être là. Ils ont réussi, je dirais, des huées où ils ont vite compris qu'ils n'étaient pas contents. Donc, quand tu arrives sur le match de Marseille, il est plein à craquer parce que les gens viennent aussi voir l'OM. Ils ne viennent pas que supporter le FC Metz. Ça, c'est une réalité. On voit bien comment ça se passe sur les buts. On voit les images. On voit bien ce qui s'est passé. Pas pris entre eux, après, chacun fait comme il veut. Ça, tu le sais, l'OM, c'est comme ça. Ils ont des supporters partout. Donc, moi, ça, c'est pas des choses qui me dérangent personnellement. Mais le problème, c'est que là, ça fait 2 matchs de suite à Saint-Symphorien où le public mosellan ne reconnaît pas son équipe dans ce que disait Bernard. Et ça, c'est vraiment une des marques de fabrique d'il y a quelques années, je vais parler d'avant les années 2000, et qui est compliqué. Et ce qui est compliqué encore plus pour nos supporters, c'est que depuis 25 ans, en fait, on est sur courant alternatif, qu'une saison, ça se passe plutôt bien en Ligue 2. En fait, depuis 25 ans, tu sais ce qui se passe, quoi qu'il arrive. Et aujourd'hui, parce qu'ils l'ont déjà vécu, donc là, en fait, ils en ont marre. Ils en ont marre, c'est difficile pour eux parce que c'est des passionnés, parce que ils viennent au stade pour vivre des émotions et qui se retrouvent pas en fait dans ce que disait Bernard, dans le fait d'emmener. Mais aujourd'hui, est-ce que l'équipe elle a les moyens là? Moi, je pense pas. Non. C'est pas qu'ils veulent pas, parce que je pense qu'ils peuvent pas. Donc pour les raisons que j'ai essayé d'invoquer, mais après moi je suis pas devin ou j'essaie de comprendre, j'essaie d'analyser et là on a besoin d'un stade, d'un match référence à Saint-Symphorien pour qu'il puisse reconnecter l'équipe avec ses supporters parce qu'effectivement c'est pas près de là parce que là quand tu reviens de la trêve c'est 2 déplacements consécutifs. J'étais pas prêt de le voir ce match référence à Saint-Symphorien parce que quand tu reviens c'est 2 matchs à l'extérieur à Toulouse et à Lille et après tu reçois le Racing Club de Lens. Tu auras peut-être droit à un peu de moments de joie parce que Mathieu Doll revient au stade mais ça va être assez particulier. On va regarder les autres résultats de cette journée parce qu'il y a d'autres conclusions qui arrivent avec cette défaite du FC Metz. Avant ça, le Paris FC s'est imposé face à Lorient 2-0. Brest-Nantes 0-0 au Cerlens, victoire de Lens dans les toutes dernières secondes. Dimanche, Lyon s'est fait surprendre par Toulouse. Match nul entre Le Havre-Rennes, Monaco-Nice et Lille-Paris Saint-Germain. Strasbourg s'est imposé 5-0 face à Angers. Au classement, évidemment, ça chamboule un petit peu déjà le haut du tableau avec Marseille qui refait son retard. Paris est toujours leader. On a ensuite derrière, on va le regarder, Le Havre qui est 14e, le FC Nantes 15e, le FC Nantes est toujours dernier.
Mais c'est presque un miracle de se dire qu'après 7 journées et aucune victoire, le FC Metz n'est qu'à 4 points de ses concurrents de la 14e place, qui serait synonyme de maintien en Ligue 1. Gérald, on en avait déjà parlé il y a 2 ans, c'était assez incroyable de voir que le FC Metz pouvait, malgré son jeu, être encore possiblement sauvé à la dernière journée. Là, on est reparti pour un tour, visiblement, de dire que tu as que, entre guillemets, 4 points de retard, quoi. On est début octobre, on parle déjà de mathématiques. J'adore calculer les classements. C'est un de mes pires défauts. C'est effrayant. Ouais. C'est effrayant et en même temps... en même temps, tu n'as pas le choix, tu es obligé d'espérer que quelqu'un soit plus mauvais que toi. Et comme on le disait avec Bertrand, on sait qu'une fois sur 2, tous les 2 ans, de toute façon, on sait que ça va être comme ça. Maintenant, c'est acquis. On nous prévient même avant la saison. Maintenant, on dit, on doit beaucoup d'argent, on a un déficit, donc on aura une équipe certainement un peu plus faible. On ne va pas pouvoir concurrencer. À tout casser, on aura peut-être une place dans les 5-6 derniers. Voilà. Et il faut s'en contenter. On est début octobre, on n'est pas encore largué, mais avec ce que tu vois sur le terrain, concrètement, tu sais comment ça va se terminer. Donc, Il faut souhaiter que non. Faut souhaiter que non. Alors après, on nous a quand même présenté cette équipe, et à juste titre, hein, en Ligue 2, on marchait un petit peu sur l'eau par rapport à d'autres. Voilà. Parce qu'on avait enfin un milieu de terrain digne de la Ligue 1. On se disait même, l'année dernière, il y a beaucoup d'équipes de Ligue 1 qui aimeraient avoir un autre milieu de terrain. Notre milieu de terrain, on l'a gardé. On s'est même renforcé avec un joueur, quand même, Traoré, c'est pas n'importe qui. Donc, je ne comprends pas qu'on dise maintenant que cette équipe ne peut pas jouer, ne peut pas rivaliser dans ce championnat. Pourtant, on a quand même un milieu de terrain qui, voilà, on a récupéré un buteur. Et je pense que Diallo, c'est quand même pas n'importe qui. Est-ce qu'on pense, par exemple, que Idrissa Gueye et Papa Diallo, c'était plus fort que Habib Diallo et Titashvili, par exemple? Non, normalement, ce qu'on a là, c'est censé être plus fort. Donc, je ne comprends pas ce constat qu'on fait déjà dès début octobre en se disant voilà, en fait, de toute façon, on savait, on ne peut pas rivaliser. Maintenant, je suis désolé, sur le papier, on a quand même des joueurs qui sont censés tenir la route. Sur le papier, tu as aussi plusieurs personnes qui ne peut pas rivaliser. On ne peut pas rivaliser avec Marseille, on ne peut pas rivaliser avec Monaco, on ne peut pas rivaliser avec Lyon. Mais regardez un petit peu les... Vous avez vu le banc de touche de l'OM? Tu as vu notre banc de touche? Là, pour moi, oui, tu ne peux pas rivaliser. Mais pour l'instant, on est à 7 matchs, on a 2 points, Bertrand. C'est pour ça que je te dis ça. Mais il nous manque, et Bernard il le disait tout à l'heure, je crois, ou c'était en avant-émission, mais il nous manque quoi? Il nous manque 4 points. Allez, un point peut-être contre Strasbourg parce que tu prends le but dans les derniers instants. Mais regarde où est Strasbourg et regarde à quelle vitesse ils vont. C'est quand même des équipes qui jouent l'Europa League, la Ligue des Champions, la Conference League. 4 équipes. Le Paris FC qui a mis 130 millions. 130 millions. Je ne sais pas si vous voyez le truc. J'ai été voir Paris FC là, contre l'Orient. Et c'est l'équipe là, waouh, il y a de la vie, il y a de l'envie. Donc on s'inquiète pour rien finalement. Parce que le championnat n'est pas encore complètement lancé et toutes les chances sont encore de notre côté. Moi, de mon point de vue, mais je pense qu'effectivement, ça va très très vite et que l'équipe elle a peut-être besoin. Je parlais de cette confiance. Sauf que, et je reviens sur ce que je disais là tout à l'heure, comme l'équipe et le club, ou les supporters plutôt, pas l'équipe, les supporters, ils sont impactés depuis tellement d'années que le scénario, ils le voient arriver, la fin du film en tout cas, et qu'ils en ont marre. Et ça, on peut les comprendre parce qu'on est aussi... Moi, j'espère que tu as raison. Je ne sais pas si j'ai raison. En fait, j'essaie de trouver une lueur d'espoir. Si on se maintient à la fin de la saison... Écoute, moi, j'en ferai payer un coup. Sauf que moi, je suis pas dans les vestiaires, je suis juste un consultant avec vous. Pour rêver d'un maintien, messieurs, il va falloir trouver des solutions. On l'a déjà évoqué quelques-unes. Je propose qu'on regarde les autres qu'on peut avoir sous la main. C'est l'heure du focus. On parlait de mental tout à l'heure. C'est vrai, peut-être, Bernard, que cette première victoire que le FC Metz attend, c'est psychologique, c'est une évidence, mais elle commence à faire de plus en plus de dégâts. Oui, le fait de ne pas gagner, oui, ça insère le doute, et puis après... Est-ce que maintenant, de gagner un match, peu importe la manière, tu penses que ça peut
D'être un peu idéaliste, de débloquer un peu tout. Bien sûr, le fait de gagner, ça peut un peu inverser la tendance. Après, il faut pas non plus. C'est pas ça ne cachera pas la réalité qui est celle du FC Metz. Ça ne cachera pas la réalité du FC Metz qui ne va pas tout d'un coup arriver dans les places européennes. Après, le titre est encore jouable mathématiquement, hein, si je compte un peu. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, sûrement. Ouais. Non, mais voilà. Après, moi, je pense que donc ce qui a manqué sur ces matchs-là, mais le problème c'est que c'était 2 matchs où pour moi, il n'y a pas d'esprit, il n'y a pas de révolte. Mais il reste combien de matchs là? Il reste un paquet de matchs. Il va falloir quand même. Bon, déjà que le Mignon, il a bien fait jouer l'équipe la saison passée en Ligue 2. En Ligue 1, c'était forcé que tu n'aurais pas la même maîtrise. Forcément, les équipes en face sont meilleures. Alors, à part peut-être quand vous me dites toujours ça du championnat du FC Metz, c'est la Ligue 1, le championnat du FC Metz. Mais bon, les 4-5 équipes de bas de classement, moi je pense qu'il faut quand même continuer à essayer de jouer au football, parce que on a vu ce que ça a donné quand il y avait Laszlo qui était là et qui mettait le bus devant le but. Et n'empêche qu'à la 7e journée, ça fait plus de points. Mais on n'a pas de joueurs pour jouer en transition comme on joue avec Bologna, de toute façon. Hein. Voilà. Et on n'a pas de Mikotadze à qui tu peux lancer un ballon et qui va marquer. Tu ne peux pas jouer, tu n'as pas l'effectif qui est façon, pour, tu n'as pas les joueurs pour jouer en contre. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc il faudra quand même que tu passes par un minimum de jeu pour pouvoir éventuellement te sauver. Donc bon, pour moi, il ne faut pas que le coach il jette à la poubelle toutes ses idées. C'est pas ça du tout. Il le fera pas, il l'a dit, de toute façon. Il a raison. Voilà. Moi, je pense qu'il a raison. Il faut simplement, et ça c'est une prise de conscience du groupe, alors que le coach il soit là pour leur dire, c'est forcé, t'es dans le vestiaire, t'es coach, et quand ton équipe va pas, t'essayes de les motiver, de les remotiver, ou de les booster de temps en temps, mais t'es pas sur le terrain, Bertrand. Donc qui c'est qui doit avoir la réaction? C'est le groupe. C'est les garçons qui doivent prendre en compte ce truc-là et se rendre compte que c'est à eux d'avoir la réaction. Mais le coach, il doit quand même les amener à lui trouver les leviers pour leur ouvrir le chemin. Tu penses qu'il ne le fait pas? Tu penses qu'ils ne le font pas? Je ne suis pas dans le vestiaire. Alors, franchement, je ne sais pas, et je suis comme toi, Bernard, j'y suis pas. Mais j'ai tellement entendu allez les gars, il faut y aller maintenant, aujourd'hui. Mais c'est quoi ça? C'est-à-dire que comme ça, quand tu dis quelque chose, on y va et puis c'est parti. Non, il y a tous des leviers. Mais je pense pas. Alors, je vous redis, je le connais pas, mais je pense que quand même, quand il dit quelque chose, il explique. Et il va leur dire, les gars, il faut qu'on mette plus de pression, il faut ci, il faut ça, mais il va leur expliquer comment ils doivent faire. En tout cas, Bernard, je reviens, et les joueurs, ils doivent se bouger les fesses. Les joueurs doivent se bouger les fesses. Voilà. Ça, c'est une évidence. C'est évident. C'est évident que. Ils n'arrêtent pas de dire qu'ils adorent en fait ce coaching et cette envie de jouer, qu'ils le montrent maintenant. C'est bien beau de dire on aime notre entraîneur, on aime sa philosophie de jeu. Mais montrez-le sur le terrain, les gars. Ah oui. Voilà. Mais ça, le coach, comment tu veux qu'il fasse? Mais je fais juste un petit retour là, parce que là, je vous invite à revenir avec moi juste avant sur la première mi-temps d'Angers. Vous y êtes? D'accord? On mène 1-0, donc on fait une première mi-temps qui était plus que correcte. On mène 1-0, il y a du jeu, on récupère les ballons, Stambouli, par rapport à ce que tu disais, là on y était. Et sur les matchs qu'on avait perdus, il y avait des choses aussi qui étaient intéressantes à Lyon. Enfin voilà. Oui. Et pour moi, là, il y a eu un déclic, mais malheureusement négatif. Mauvais déclic. Ouais, malheureusement. C'est ce penalty manqué par Habib, qui derrière t'amène pas à prendre ces 3 premiers points. Et puis derrière, tu vas à Monaco où tu fais du jeu, tu marques des buts, et t'en prends 5 quand même. Et puis là arrivent les deux non-matchs, parce que là, il y a 2 non-matchs. Un qui est sans doute plus abordable que l'autre, le Havre, parce que le Havre, ils sont effectivement dans les mêmes conditions que nous, à 2 points ou 3 points près, ou 4 points, parce qu'ils ont fait match nul là. Et puis l'OM, forcément, c'est d'un autre niveau. Donc, pour revenir sur ce que tu disais, Gérald, j'essaye d'être le plus objectif possible. Je ferme pas les yeux. Mon amour au FC Metz, vous êtes tous des amoureux du FC Metz, donc j'essaie d'être le plus lucide et de me dire, aujourd'hui, le FC Metz n'a pas eu toutes les armes avec
des joueurs qui sont arrivés tardivement. Il y a eu des circonstances qui font que la Ligue 1, c'est pas la Ligue 2. On a joué le haut tableau de la Ligue 1. Personne ne te laisse le temps. Hein. Donc, mais je sais bien. Ouais. Mais ce qui fait que peut-être que justement, il faut plus être tous ensemble derrière cette équipe, sauf qu'aujourd'hui, là, les joueurs, ils ont tellement la tête dans le seau qu'ils t'ont pas amené avec eux. Tu parlais de confiance, Bertrand. Il y a un match amical qui arrive là pour le FC Metz. Comme endroit de se poser quelques questions. Alors je me doute que c'est pas forcément facile et que tu peux pas jouer contre qui tu veux. Mais alors là, tu vas jouer contre Waldhof Mannheim, qui est pensionnaire de 3e division allemande. Est-ce que ça aussi, c'est pas un peu juste? C'est un entraînement. Mais d'autant que Stéphane Le Mignan lui-même le dit, le programme du début de saison, il a été fait en pensant que tu resterais peut-être en Ligue 2 parce que les barrages étaient compliqués, c'était mal emmené. Tu le payes un peu aujourd'hui. Est-ce que là, d'avoir un petit manque d'adversité, quand tu cherches à rentrer dedans et à faire machin, t'as gagné 4 ou 5-2 contre Strassen, ça t'a pas aidé à faire beaucoup mieux en Ligue 1 derrière, quoi? Moi, tu sais, quand ils vont jouer contre eux, c'est peut-être le moyen de reprendre confiance. Tu gagnes 3, 4, 5-0. Ouais, mais regarde, Strassen, c'est ce qui s'est passé. D'ailleurs, tu joues encore moins bien. C'est ce qui s'est passé. Après, je reviens à ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a une prise de conscience du groupe. Que le groupe doit faire à un moment donné. Ça, on est d'accord. Ils doivent quand même se rendre compte que ça ne va pas et qu'il faut qu'ils fassent quelque chose et qu'il faut qu'ils se bougent et que ça passera que par une réaction qu'ils peuvent avoir. Eux. Parce que là, en plus, en parlant de continuité, tu as la trêve qui vient, donc c'est-à-dire que tu as des joueurs en moins aussi. Comme le dit Bertrand, le Mignan, il vient, il leur propose, il leur dit il faut être plus machin, plus ci, plus ça, plus de pressing. Il leur donne les armes. Il leur dit vous faites comme ça, sortez comme ça. Bon, pas l'aspect tactique, j'en sais rien. Ils travaillent tactiquement pour faire des pressings hauts, je sais pas. Ils doivent le faire déjà. Mais admettons qu'ils refassent ça dans les 15 jours. Là. Ils font un match contre une équipe en se disant on va mettre 4-5 buts, ça va redonner confiance à Diallo qui va mettre 3 buts. Enfin, voilà. Donc, ils le savent tout ça. Mais, je reviens, le point de départ, c'est ton groupe qui doit prendre conscience de ce truc-là et qui doit forcer la chose. C'est pas, le Mignan, il joue pas. Il a joué, mais il a joué il y a longtemps, le Mignan. Il est comme nous. Il joue plus. En tout cas, Stéphane Le Mignan, lui, a encore confiance en son groupe. On peut peut-être l'écouter, il nous reste encore un petit peu de temps. C'était en conférence de presse d'après-match. Lui, en tout cas, il est persuadé que ses joueurs sont capables de faire un petit peu mieux. On l'écoute. C'est notamment le niveau technique, le niveau du jeu. Il y a des choses qui sont faites correctement depuis le début. C'est un peu à l'image de la mi-temps. C'est des choses qui sont assez intéressantes. On arrive à ressortir par séquence. On met un petit peu de difficulté dans ce bloc. Après... il faut continuer à travailler dans ce sens-là. C'est vrai qu'on a pris 3 buts et c'est difficile mais bon, c'est contre Marseille, donc il faut relativiser ça. Sûrement la déception, c'est plutôt la semaine dernière contre le Havre où on semble pas faire un match totalement engagé. Là, je pense que j'ai pas grand-chose à reprocher de ce côté-là dans l'engagement au niveau des joueurs. On peut pas reprocher ça. Moi, je crois que on a les capacités de se battre avec beaucoup d'équipes de ce championnat. Évidemment que la psychose de la première victoire, elle est là et ça commence à être pesant. Même si aujourd'hui contre Marseille, ça aurait été un exploit. Il va falloir travailler pour être plus performant. Et puis, on a 15 jours pour mettre l'équipe dans les meilleures dispositions pour aller faire un résultat à Toulouse. Bon, on a fait un petit peu le tour de tout ce qui a été dit, Bertrand, de ce que dit Stéphane Le Mignan. Il a confiance en ce groupe, il sait qu'il est capable de lutter avec toutes les équipes, mais avec certaines équipes de son championnat. Et il y a la psychose de la première victoire, donc globalement, on n'est pas dans le faux. Mais maintenant, il faut réussir à pas passer la deuxième, là c'est presque la troisième, voire la quatrième. Après, là, il est devant la presse. Il y a de la com aussi. Tu peux pas tout dire. Hein. Je veux dire, il y a des choses qui doivent rester dans le vestiaire. Peut-être que le discours sera plus musclé, en tout cas je l'espère, parce que forcément on attend tous une réaction. Si j'étais coach à ce moment-là d'une équipe qui est en difficulté, parce qu'elle l'est, en fait j'arrêterais de parler de cette première victoire. J'en parlerai plus. Je n'aborderai plus le sujet. C'est des leviers psychologiques. Je ne suis pas un expert en psychologie, mais j'ai la chance de suivre une formation à Clairefontaine où il y a des entraîneurs qui travaillent sur la psychologie. Il y a des leviers qui sont importants et c'est pas tout de dire fais ci, parce que si ça se passait comme ça serait quand même vachement facile d'être coach et on voit toute la difficulté. Donc du coup, je travaillerai plutôt sur le fait d'emmener les personnes, travailler peut-être sur des moments
Bernard, tu entends parler quand tu étais joueur des moments que vous viviez en dehors du terrain. Et c'est marrant parce que... faire un stage à Rome comme a fait Marseille l'année dernière. Non, Prenez l'adresse, hein, j'ai lu quelque chose sur l'Olympique Lyonnais. Non, mais on faisait ça. Là, actuellement, alors toi tu le faisais à l'époque, mais aujourd'hui, là, l'Olympique Lyonnais, il disait que chaque semaine, ils font, en début de saison, là, ils faisaient un barbecue chez les joueurs, ils ont instauré ça eux-mêmes, et il y a des liens qui se créent forcément. Et à un moment donné, ça peut être délevé. Je dis pas que ça doit être fait comme ça. Mais tu peux parler de ça avec Michel Ettore notamment, qui était lui, alors vraiment roi des barbecues. Non, pas le roi des barbecues. Je rigole. Au FC Metz, c'était comme ça. C'était, après tous les matchs, les joueurs mangeaient ensemble. Mais pas par rapport à ce que le club vous faisait. C'était les joueurs qui allaient manger ensemble. Le club n'avait rien à voir là-dedans. Quand il y avait un souci, quand on avait un problème, et on s'est trouvé dans des situations difficiles, des situations où on était en queue de classement, et on n'était pas bien. Avant que le coach arrive, on fermait la porte du vestiaire, on se disait des trucs dans le vestiaire, nous, et en se disant, oh les gars, on va pas descendre. On va pas descendre à Metz, c'est pas vrai. Donc dimanche, il y a, je sais pas n'importe quel était l'adversaire, on va leur marcher dessus. Mais il y avait dans l'équipe plusieurs personnalités qui étaient capables d'entraîner éventuellement ceux qui étaient un peu moins, voilà. Ça se passait comme ça tout le temps. Alors, on n'a pas été champion du monde, hein. On n'était pas champion du monde, mais il y avait cet état d'esprit. Et il y avait cet état d'esprit qui faisait aussi que l'OM de l'époque, quand il venait ici, il craignait. Mais j'entends tout ça, c'est très bien de parler du passé. Non, je te parle du passé pour te dire, moi, je te parle du présent, qu'il faut qu'ils essayent de faire ça. Voilà, si tu n'as pas de la niaque et de la volonté, tu ne pourras jamais niveler ta valeur par rapport aux autres équipes du championnat. On sait tout ça, Bernard, mais une fois qu'on le sait, maintenant on fait quoi ? Parce que là, je suis désolé, elle est quand même inédite. Peut-être qu'on hausse un petit peu le ton, déjà. Ouais, mais on est mais vous pensez qu'il déjà à la journée 7. Qu'il ne hausse pas le ton. Il doit hausser le ton. Et je te répète aux joueurs de prendre ça en compte et de faire ce qu'il faut. Les joueurs qui jouent malheureusement, pas malheureusement, heureusement, c'est les joueurs qui jouent. Une chose, c'est que... Bertrand, t'es sur le banc, t'as des trucs, des fois tu leur dis, et quand ça passe pas, t'es impuissant sur le banc. Bon, voilà. Donc, et si ça se passe bien, c'est les joueurs qui jouent. Là, je suis désolé, messieurs. Tu vas faire quoi ? Tu vas pas changer 40 joueurs, enfin 25 joueurs. Non, mais encore une fois, il y a des leviers. Je suis désolé, j'adore Stéphane Le Mignan, mais la question doit être posée. On est à la J7, je suis désolé, on a l'impression qu'on n'ose pas en parler. Parce que, paradoxalement, j'ai pas le même avis. Finir, Bernard. J'ai pas le même avis. Pour une fois, j'ai pas ton avis. La seule différence avec les années précédentes, c'est que là, on a un entraîneur qui nous a donné du plaisir. Parce que la même situation comptable avec un Laszlo Bologna, avec un Frédéric Antonetti, tu sais tout le monde serait déjà en train de demander sa tête. Mais tu rigoles, et personne ne disait rien, et ni aucun personne n'a dit. Même le président du club disait rien. Maintenant qu'on a vécu tout ça, si, il y a quand même eu des... Avec Antonetti et avec Bologna, il n'a rien dit pendant combien de temps ? Il n'a pas dit ça au bout de 3 matchs. Hein. Oui, mais on n'était pas dans la situation-là. Même prolongé entre-temps. Je suis désolé. Hein. Là, je suis désolé, ça me rappelle l'époque Hinsberger, encore une fois. On adorait cet entraîneur. Mais malheureusement, c'était à crève-cœur. Il a fallu prendre des décisions. Et c'était un championnat à 20 équipes, qui était beaucoup plus long. Là, il n'y en a que 18. C'est beaucoup plus court. Donc, je suis désolé, on est à la journée 7. Il y a 2 points. Il faut être pragmatique à un moment donné. Ouais. Même si ça fait mal au cœur, même si... c'est un entraîneur qui nous a promis de redonner du plaisir, et il l'a fait en Ligue 2. Peut-être que, je ne dis pas que c'est la solution, mais peut-être que la question peut se poser. Alors on va s'arrêter là-dessus, Bernard. Non, mais c'est la question. Est-ce que c'est l'homme de la situation ? Ça peut se poser, il faut qu'il change l'entraîneur, et moi je viendrai te voir en fin de saison. Je ne dis pas que c'est la bonne. Les rendez-vous sont pris, j'ai hâte. Mais je pense qu'on a quand même le droit... Oui, mais tu as tous les droits. Tu as le droit d'avoir un avis sur la table. Et j'ai pas envie qu'ils partent parce que je l'aime bien. Mais à un moment donné, malheureusement, c'est le football moderne. Eh bien, on verra ce qui se passera dans les prochains jours pour Stéphane Le Mignan, dans les prochaines semaines, voire les prochains mois. Qui sait, peut-être qu'il t'amènera en Europe. Je ne sais pas. Nous, il nous reste encore quelques minutes. Évidemment, on va prendre le temps de parler de l'actualité du FC Metz avec un grand A. C'est l'heure du temps additionnel. Ce vendredi, le FC Metz et ses nombreux fans ont appris la disparition de Marcel Husson à l'âge de 88 ans. On l'a vu, une minute d'applaudissement a été observée avant la rencontre. Bernard, et d'abord, je me tourne vers toi. Marcel Husson, c'était un milieu de terrain, un capitaine, un entraîneur historique, mais pas que.
Ah ouais, non, c'était Marcel, ça a été tout ça, et ça a été pour tous les garçons de ma génération, ça a été comme notre papa. C'était, ah ouais, autant il pouvait être excessif, très 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 exigeant, autant il faisait la part des choses, et à côté de ça, c'était notre père, voilà, et c'était quelqu'un d'hyper généreux. C'est un peu les mots utilisés par Carlo Molinari. Ouais, on va regarder, si tu veux, il est pas dans le Républicain Lorrain. C'est compliqué de dire autre chose. Hyper généreux, et je te dirais dans tous les sens du terme, dans ce qu'il faisait, dans tout, et quelqu'un de très compétent, très très compétent. Et voilà, donc moi j'ai vécu ici avec lui 3-4 saisons, mais je le connaissais depuis que j'étais gamin déjà. En fait, Marcel avait joué avec mon papa au FC Metz. Donc, et moi quand j'ai joué au foot à Florange, j'étais môme, j'avais 16 ans, Marcel jouait à Amnéville. J'ai joué contre lui. Et on avait eu des soucis. Et moi, quand je suis rentré après le match, je dis à mon père, papa, mais qu'est-ce qu'il fait, le gars-là? Enfin, c'est pas dit qu'il était fou, mais je dis, franchement, il est impressionnant et tout, de d'agressivité. Et mon père rigole. Il me dit, mais tu le connais pas, c'est un mec adorable et tout. Et 15 jours après, on vient au match à Metz et on tombe sur lui devant le stade. Et on voit un mec d'une simplicité et très adroit. Très compétent au foot, et je vais vous en dire encore une et après j'arrête. On a joué à Sochaux, je ne sais plus en quelle année. Au bout de 10 minutes, on est mené 2-0. Stéphane Paille a marqué 2 buts. Alain Colombo est remplaçant. À la 11e, donc on est mené on prend le 2e but. Direct, on fait l'engagement. Enfin, avant l'engagement, il appelle Plamen Markov, international bulgare, Coupe du Monde avec la Bulgarie. Enfin bref, Plamen, viens, qu'est-ce qu'il y a? Viens, tu sors. Au bout de 10 minutes, il le sort, il lui dit, mets-toi assis là, je vais t'expliquer. Il le met assis, il fait rentrer Alain Colombo, il dit, tu prends Stéphane Paille. On a fait 2-2 à Sochaux. Et à Plamen, il lui a expliqué que c'était une considération tactique, que ça n'avait rien à voir avec son match et tout. Bon, voilà. Et le week-end d'après, Markov est rentré. Donc Marcel, en 10 minutes de temps, clac, il a tout refait, il nous a remis en place et on a fait 2-2. Et c'est un des premiers entraîneurs à nous avoir fait jouer en 3-5-2. On jouait à 5 au milieu. Donc il voulait qu'on marque des buts, il voulait qu'on sorte. De temps en temps, on prenait des caisses, ça arrivait. Mais à côté de ça, on marquait des buts. Et bon, moi, le souvenir qu'on a, nous, footballeurs, c'est que c'était hyper agréable de jouer sous ses ordres et qu'on a fait des super résultats avec lui. Voilà. Bertrand, donc, on est tous très malheureux de sa disparition. Je ne sais pas si c'est un hasard, parce que c'est quand même 41 ans pile poil, au jour après Barcelone. Et un petit mot aussi pour sa femme. Il y a sa femme qui a toujours été près de lui, Chantal, et elle a été extraordinaire, et elle a été pour beaucoup aussi dans la personnalité de Marcel. Voilà. C'est vrai que Bertrand, on parle souvent des amoureux du FC Metz. Bernard Rolevent en fait partie, tu en fais partie également, et ce Marcel Husson, c'est quelqu'un qui a, on l'a dit, marqué l'histoire de ce club. Il n'y a pas de hasard. Je trouve ça assez fou d'ailleurs, ça fera partie de la liste des longues anecdotes de Marcel Husson, mais là, ce 41 ans jour pour jour, c'est quand même assez particulier, quoi. Alors, j'ai pas la même histoire que Monsieur Husson. Lui, elle est liée, pour moi, avec mon papa aussi. Mon papa était journaliste au Républicain Lorrain. Et à l'époque, j'accompagnais mon papa dans les travées de Saint-Symphorien, parce que juste avec la carte de presse, tu rentrais, tu étais mis assis j'étais même sur les marches. Et effectivement, j'ai 8 ans à l'époque, en 84. Le fait marquant, c'est cette date-là dont tu fais référence, Aymeric. Donc moi, ça a un peu lancé mon histoire et mon amour avec le foot. Ce que j'ai apprécié chez Marcel Husson, c'est cette compétitivité. Et je pense que Bernard est mieux placé que nous et que moi pour en parler. Mais des matchs où il participait, ils étaient longs, voire très longs, s'il ne gagnait pas. Il fallait qu'il gagne. Donc, voilà. Un match d'entraînement qui durait une demi-heure, ça durait des fois 1 heure, tant que son équipe, dans laquelle il s'était inclus, ne jouait pas. Ne gagnait pas, pardon. Je trouve ça fabuleux. Je ne sais pas si on peut faire ça encore aujourd'hui, parce qu'un match pourrait durer assez longtemps. Non, mais justement, ça résume bien peut-être une autre époque. Et puis, il
il incarnait bien les valeurs mosellanes, les valeurs du territoire, du club, de M. Molinari. Voilà. Donc moi, il a baigné mon enfance et effectivement, j'étais triste d'apprendre cela ce week-end. Évidemment, là, nos pensées vont à sa famille ainsi qu'à ses proches. On n'oubliera jamais ce qui a été fait par le passé par Marcel Husson FC Metz. Nous, malheureusement, messieurs, on va devoir s'arrêter là pour cette émission. On aimerait aussi qu'elle dure comme ces matchs indéfiniment, jusqu'à ce qu'on gagne. Tiens, histoire de faire durer un petit peu plaisir, on doit s'arrêter là, mais on se retrouve très vite sur Moselle TV.